Pourquoi étudier les guerres impériales? Parce qu'elles ont façonné le monde moderne, de la chute de Constantinople à la Seconde Guerre mondiale. Ces conflits ont redessiné les frontières, accéléré les échanges et posé les bases des rapports de force internationaux actuels. Ce module vous propose d'analyser les mécanismes politiques, économiques et militaires qui ont permis à quelques puissances européennes de dominer une grande partie du globe. Donc le public, ce sont des étudiants en histoire, mais toute personne intéressée par l'histoire, les relations internationales ou les sciences politiques. Le programme est plutôt de niveau licence. Donc des connaissances générales de l'histoire moderne et contemporaine est nécessaire. Enfin, la durée estimée, eh bien, ça dépend du temps que vous voulez mettre pour approfondir la question. 6 à 8 heures de travail autonome. Alors, le sommaire de ce module, on va voir l'introduction que l'on vient de passer, la révolution de la poudre et l'expansion européenne en tant que chapitre 1. En chapitre 2, la construction des empires maritimes et chapitre 3, les guerres impériales et leurs acteurs. Nous verrons donc des exercices d'application, les synthèses et références. Donc, chapitre 1, la révolution de la poudre et l'expansion européenne. Au XVe siècle, l'Europe connaît une transformation radicale de l'art de la guerre avec l'adoption généralisée des armes à poudre. Cette évolution technologique confère aux armées européennes un avantage décisif sur leurs adversaires. L'infanterie peut désormais être équipée de mousquets capables d'atteindre des cibles à plusieurs centaines de mètres, tandis que l'artillerie utilise des canons pour détruire des fortifications traditionnelles et infliger des pertes dévastatrices aux troupes adverses. La supériorité militaire européenne ne repose pas seulement sur ces innovations techniques, mais également sur une discipline rigoureuse et l'utilisation d'armures en acier trempé. Ces facteurs combinés permettent à des petites unités de soldats européens, parfois composées de seulement de quelques centaines d'hommes, accompagnés de cavalerie, de résister victorieusement face à des milliers de guerriers non équipés d'armes à feu ou de protection métallique, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans les Amériques. Cette révolution militaire s'avère extrêmement coûteuse et n'est accessible qu'à un nombre restreint de puissances européennes disposées à consacrer d'importantes ressources gouvernementales à l'acquisition et à l'entretien de ces nouvelles technologies. Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'un État puisse pleinement tirer parti de ces avancées. Une implication dans des conflits fréquents pour justifier les dépenses considérables engagées et la volonté politique des souverains d'adopter ces armes malgré leurs coûts exorbitants. Ces conditions se trouvent précisément réunies dans l'Europe du début de l'époque moderne, ce qui explique en grande partie la capacité des nations européennes à étendre leur domination sur près de 84% des terres habitables de la planète. Parallèlement à ces développements militaires, la fermeture des routes commerciales traditionnelles vers l'Orient après la chute de Constantinople en 1453 pousse les puissances européennes à rechercher de nouvelles voies maritimes. La quête des épices, indispensable pour la conservation des aliments et réputée pour leurs vertus médicinales, motive les expéditions maritimes. Les explorations successives démontrent progressivement qu'il est possible d'atteindre les richesses de l'Orient en naviguant vers l'ouest à travers l'Atlantique, bien que l'immensité réelle de l'océan Pacifique reste encore méconnue. Ces découvertes géographiques, combinées à la supériorité militaire acquise grâce à la poudre, ouvrent la voie à l'expansion impériale européenne qui va transformer profondément les équilibres mondiaux au cours des siècles suivants. La révolution de la poudre. La révolution de la poudre, en tant que transformation militaire décisive, n'a pu émerger et s'imposer que grâce à une conjonction de facteurs politiques et économiques spécifiques à l'Europe de l'époque moderne. En premier lieu, la fréquence des conflits entre États
fournissait une justification permanente pour l'entretien d'armées importantes et constamment modernisées, légitimant ainsi les dépenses colossales que nécessitaient ces nouvelles technologies. Ensuite, l'engagement financier des souverains était indispensable, car seul le pouvoir étatique avait la capacité de mobiliser les ressources nécessaires à l'acquisition d'armes à feu, de munitions et à l'entraînement de soldats professionnels. Enfin, cette dynamique était alimentée par une compétition incessante entre les puissances européennes, créant un effet d'entraînement où chaque innovation chez un rival devait être imitée ou surpassée pour éviter un désavantage stratégique. Cette interaction entre la guerre, la finance et la rivalité politique a créé un environnement unique, souvent décrit comme un tournoi perpétuel, où l'innovation militaire n'était pas simplement une option, mais une condition de la survie et de l'expansion des États, ce qui explique en grande partie leur ascension mondiale. La course aux épices et aux routes commerciales. La prise de Constantinople en 1453 eut pour conséquence immédiate la fermeture des routes commerciales terrestres, connues sous le nom de route de la soie, qui reliaient jusqu'alors les marchés européens aux précieuses denrées de l'Orient. Cette rupture stratégique contraignit les puissances maritimes européennes à envisager des voies d'accès alternatives pour s'approvisionner en épices, des produits comme le poivre, la cannelle ou la muscade étant devenus indispensables à la conservation des aliments et représentant un immense enjeu économique. Cette nécessité impulsa une série d'expéditions ambitieuses, les navigateurs portugais explorant méthodiquement la côte africaine dans l'espoir de contourner le continent par le sud, tandis que d'autres, convaincus de la rotondité de la Terre, envisageaient une route directe vers l'ouest à travers l'Atlantique. C'est cette dernière hypothèse qui conduisit au financement du voyage de Christophe Colomb, dont la traversée aboutit non pas aux Indes comme prévu, mais à un continent jusqu'alors ignoré des Européens. Ces explorations successives, motivées par la quête des épices, eurent ainsi pour effet imprévu mais fondamental d'élargir définitivement les horizons géographiques de ce vieux continent. Il inaugure une ère nouvelle d'interconnexion et de rivalité impériale à l'échelle, cette fois-ci, du globe. Christophe Colomb. L'expédition de Christophe Colomb en 1492 fut lancée avec l'objectif précis d'établir une route maritime occidentale vers les îles aux épices, contournant ainsi le blocus commercial imposé par la fermeture des voies terrestres traditionnelles. Convaincu de la rotondité de la Terre, le navigateur génois parvint à obtenir le soutien de la couronne espagnole en promettant un accès direct aux richesses de l'Orient. Sa traversée de l'Atlantique, poussée par les alizés, le conduisit cependant à aborder non pas les côtes asiatiques qu'il escomptait, mais un archipel des Caraïbes qu'il nomma San Salvador. Cette erreur de calcul géographique eut une portée historique considérable. Dès son arrivée, l'observation de parures en or parmi les populations autochtones confirma dans l'esprit de l'explorateur et de ses commanditaires la présence des métaux précieux qu'il convoitait. Cette découverte fortuite orienta immédiatement les voyages suivants vers une logique de colonisation et d'exploitation systématique, transformant la quête initiale d'une route commerciale en entreprise de conquête territoriale. La fondation de la Isabela, première colonie espagnole dans le Nouveau Monde, marqua le début d'un impérialisme européen structuré qui allait durablement façonner les relations entre les continents. Le chapitre 2. La construction des empires maritimes. La construction de l'Empire espagnol en Amérique repose sur une succession de conquêtes militaires audacieuses et la découverte de richesses minières fabuleuses. Hernán Cortés, débarquant sur la côte mexicaine en 1519 avec une petite troupe de quelques centaines d'hommes, parvient à s'emparer de l'immense empire aztèque
en l'espace de 2 années seulement. Cette victoire, improbable, s'explique par la supériorité technologique de ces soldats, équipés d'armes en acier et de mousquets, mais aussi par leur capacité à former des alliances avec les peuples soumis aux Aztèques. Quelques années plus tard, Francisco Pizarro répète cet exploit dans les Andes en s'attaquant à l'empire inca. Profitant avec pragmatisme d'une guerre civile qui divise l'élite dirigeante, il capture l'empereur Atahualpa par la ruse et soumet son empire en 1533. Ces conquêtes territoriales prennent une dimension économique considérable avec la découverte de gisements d'argent à Potosí en 1545, rapidement suivi par d'autres sites miniers comme Zacatecas. L'exploitation intensive de ces métaux précieux, transformés en pièces de monnaie à Séville, fait soudainement de l'Espagne le centre financier de l'Europe. Pour sécuriser le transport de ces richesses à travers l'Atlantique, un système sophistiqué de flotte au trésor est organisé. Convois réguliers de navires marchands protégés par des vaisseaux de guerre. Cet afflux métallique alimente le commerce mondial mais finance également les ambitieuses politiques européennes de la couronne espagnole, faisant de cette dernière la première puissance mondiale pendant plus d'un siècle. Les trésors des Amériques. L'exploitation minière intensive dans les territoires américains sous domination espagnole a généré un transfert de richesses métalliques sans précédent dans l'histoire. Des quantités considérables d'argent et d'or, évaluées à environ 180 000 tonnes pour le premier et 2 500 tonnes pour le second sur 3 siècles, ont été extraites des principaux gisements comme Potosí et Zacatecas. Ces métaux précieux, une fois transformés en pièces de monnaie dans les ateliers monétaires de Séville, ont immédiatement été injectés dans l'économie européenne. Cette manne financière a permis à la monarchie espagnole de financer ses coûteuses campagnes militaires et ses ambitions politiques sur le continent européen pendant plusieurs générations. Cependant, cet afflux massif de métaux précieux a progressivement déséquilibré les économies européennes en y provoquant une augmentation généralisée et durable des prix. Cette inflation, qui a touché l'ensemble du continent par effet de contagion commerciale, a paradoxalement affaibli la compétitivité économique de l'Espagne elle-même sur le long terme. Tandis que les métaux continuaient à circuler vers ses rivaux via le paiement des importations et des dettes de guerre. Les compagnies à charte et l'impérialisme privé. Au début du XVIIe siècle, voit l'émergence d'un nouveau modèle d'expansion impériale, incarné par la création de la British East India Company en 1600. Cette entité commerciale représente une innovation fondamentale dans les relations internationales, car elle combine des objectifs commerciaux privés avec des prérogatives étatiques traditionnelles. Dotée par charte royale du droit de lever ses propres troupes, d'administrer la justice et de conduire sa diplomatie, cette compagnie à charte s'opère comme un véritable pouvoir souverain dans les territoires où elle s'implante. Son ascension en Inde fut largement facilitée par l'affaiblissement progressif de l'empire moghol, particulièrement après la mort de l'empereur Aurangzeb en 1707, qui plongea le sous-continent indien dans une période d'instabilité politique et de fragmentation. La compagnie sut exploiter ses divisions internes avec une remarquable efficacité, établissant d'abord des comptoirs fortifiés comme Calcutta, avant d'étendre son influence par un mélange d'alliances stratégiques, de pression économique et d'interventions militaires ciblées. Sa capacité à offrir une solde régulière à ses soldats lui permit d'attirer les meilleurs combattants locaux, tandis que son administration efficace lui valut la loyauté de nombreux marchands et artisans. Ce processus culmina en 1765 lorsque la compagnie obtint le droit de collecter l'impôt au Bengale, lui conférant ainsi un contrôle de fait sur les ressources fiscales de vastes territoires.
Cette mainmise économique et politique progressive transforma une entreprise commerciale en instrument de domination coloniale, démontrant comment l'impérialisme pouvait être privatisé avant que l'État britannique ne reprenne directement le contrôle au siècle suivant. Ne pas confondre impérialisme et colonialisme. Il importe de distinguer clairement deux concepts souvent associés mais fondamentalement différents. L'impérialisme se caractérise principalement par l'exercice d'une domination économique et politique d'une puissance sur d'autres territoires ou nations sans nécessairement impliquer un peuplement important. Cette forme de contrôle peut s'exercer à travers des mécanismes commerciaux, des pressions diplomatiques ou une influence culturelle, comme le démontre l'action des compagnies à charte qui administraient des territoires étrangers sans y établir de colonies de peuplement permanent. Le colonialisme, en revanche, désigne spécifiquement un processus d'implantation durable de populations venues de la métropole qui s'installe sur les territoires conquis pour y fonder de nouvelles sociétés. Cette distinction conceptuelle est essentielle pour analyser avec précision les différentes formes de domination qui ont marqué l'expansion européenne dans le monde. Certaines régions étant soumises à un impérialisme économique sans peuplement massif, tandis que d'autres ont connu un colonialisme de peuplement qui a radicalement transformé leur composition démographique et leur organisation sociale. Les guerres impériales et leurs acteurs. Les rivalités entre puissances européennes ont constitué un moteur essentiel des conflits impériaux, transformant souvent des espaces lointains en théâtre d'affrontements pour la suprématie occidentale. La confrontation entre l'Angleterre et l'Espagne atteignait son paroxysme avec la tentative d'invasion de l'Angleterre par une flotte massive en 1588. Expédition qui se solda par un échec retentissant dû à une combinaison de résistance navale anglaise et de conditions météorologiques défavorables. Ce revers nécrosant marqua un coup d'arrêt aux ambitions hégémoniques espagnoles, sans pour autant mettre fin à sa puissance navale. Un siècle et demi plus tard, la guerre de 7 ans, véritable conflit mondial mené sur plusieurs continents, opposa principalement la France et la Grande-Bretagne, remodelant profondément la carte coloniale des Amériques et de l'Inde au profit de cette dernière. Ces luttes pour la domination atteignirent leur apogée avec les guerres napoléoniennes au début du XIXe siècle, où la France impériale tenta d'imposer son hégémonie sur l'ensemble du continent européen par une série de campagnes militaires brillantes. L'échec final de cette entreprise, scellé sur le champ de bataille de Waterloo en 1815, démontra les limites de la conquête militaire comme fondement durable d'un empire continental et redéfinit pour longtemps l'équilibre des puissances en Europe. L'expansion maritime débuta avec le Portugal, dont les explorateurs, sous l'impulsion d'Henri le Navigateur et Vasco de Gama, ouvrirent la route de l'Afrique vers l'Inde en contournant le cap de Bonne-Espérance. Cette avance technique leur permit d'établir un vaste réseau de comptoirs le long des côtes africaines, en Inde, jusqu'au sud de l'Inde, formant un empire axé sur le contrôle des routes commerciales des épices sans toutefois entreprendre de vastes colonisations de peuplement. L'Espagne emprunta une voie radicalement différente en se lançant dans la traversée de l'Atlantique. Christophe Colomb ouvrit la voie à la découverte des Amériques, suivie par la conquête brutale des empires aztèques et incas par Cortés et Pizarro. La découverte des mines d'argent de Potosí et Zacatecas transforma la nature de cet empire, faisant de l'Espagne la première puissance monétaire mondiale grâce au système des flottes au trésor qui s'acheminaient des métaux précieux vers Séville. L'Angleterre développa quant à elle un modèle hybride, combinant la colonisation de peuplement en Amérique du Nord et expansion commerciale en Asie. La défaite de l'invincible Armada en 1588 marqua son affirmation comme puissance navale majeure.
La création de la British East India Company illustre cette approche particulière, déléguant à une entreprise privée des pouvoirs souverains pour administrer des territoires immenses comme l'Inde, alors que l'État ne reprenne directement le contrôle au XIXe siècle. La France poursuivit une double stratégie, établissant des colonies en Amérique du Nord et participant activement à la course aux épices en Asie. Son empire maritime connut toutefois des revers significatifs, notamment lors de la guerre de 7 ans qui vit la perte de la plupart de ses possessions nord-américaines au profit de la Grande-Bretagne. Les Provinces-Unies, souvent désignées comme les Pays-Bas, déployèrent une remarquable efficacité commerciale, grâce à leur Compagnie des Indes orientales, qui devint un acteur dominant du commerce asiatique. Leur empire se caractérisait par une approche pragmatique, centrée sur le contrôle des points stratégiques du commerce maritime, plutôt que sur l'administration de vastes territoires continentaux. Ces 5 puissances maritimes employèrent ainsi des méthodes distinctes pour construire leur empire, reflétant leurs spécificités géographiques, politiques et économiques, tout en participant collectivement à l'établissement d'un premier système monde connecté par les routes maritimes. Les révoltes anticoloniales. Le conflit qui opposa les 13 colonies d'Amérique du Nord à la métropole britannique entre 1775 et 1783 représente un exemple singulier de victoire anticoloniale durant l'ère moderne. Ce succès s'explique par la convergence de plusieurs facteurs déterminants, au premier rang desquels figure l'obtention cruciale d'alliances extérieures. La décision de la France de s'engager aux côtés des insurgés en 1778, suivie par l'Espagne, modifia fondamentalement l'équilibre des forces. L'intervention française fut particulièrement décisive sur le plan naval, empêchant la Royal Navy de ravitailler ses troupes et de contrôler les voies maritimes, comme le démontra le blocus de la flotte britannique lors du siège décisif de Yorktown. Parallèlement, le soutien financier et matériel européen permit aux colonies de pallier leurs faibles bases industrielles et leurs limitations financières. Sur le plan militaire, la victoire américaine à Saratoga en 1777, qui conduisit à la capitulation d'une armée britannique entière, démontra la viabilité de la rébellion et convainquit les puissances européennes de s'impliquer directement. Ce conflit illustre ainsi comment des colonies, bien que militairement inférieures, purent triompher en internationalisant leur lutte et en exploitant les rivalités impériales préexistantes. En l'occurrence, l'antagonisme franco-britannique hérité de la guerre de 7 ans. L'issue de cette guerre d'indépendance prouva que l'impérialisme pouvait engendrer des résistances efficaces lorsque les circonstances diplomatiques et stratégiques étaient favorables. Impérialisme. L'impérialisme constitue une politique d'expansion délibérée par laquelle un État souverain étend sa domination sur d'autres territoires ou nations. Cette dynamique de pouvoir peut être motivée par des impératifs économiques comme la recherche de matières premières, de débouchés commerciaux ou de sources de richesse, illustrée par la quête des métaux précieux dans les Amériques. Elle peut également répondre à des considérations stratégiques, visant à sécuriser des routes commerciales, des positions géostratégiques ou à affaiblir des rivaux, comme en témoignent les rivalités navales en Europe. Enfin, des justifications idéologiques ou culturelles, telles que la mission civilisatrice ou l'expansion religieuse, ont souvent servi de cadre à cette entreprise de domination. Ce phénomène se distingue du colonialisme en ce qu'il n'implique pas nécessairement une implantation massive de colons, mais repose avant tout sur l'établissement d'un contrôle politique et économique, que ce soit par la conquête militaire, la pression diplomatique ou l'influence culturelle. Passons aux exercices d'application. Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? La révolution de la poudre a été financée par des États européens très endettés. C'est faux. La révolution de la poudre a été financée par des États européens engagés dans des conflits fréquents et disposés à investir massivement dans l'armement.
et non par des États endettés. Christophe Colomb a atteint les Indes en 1492. Je vous laisse répondre. La British East India Company était une entreprise purement commerciale sans armée. Faux. La British India Company était dotée de pouvoirs souverains et disposait de sa propre armée, ce qui la distinguait d'une entreprise purement commerciale. La bataille de Waterloo marque la fin des guerres napoléoniennes. Oui, bien sûr. Question de compréhension. Citez 2 facteurs expliquant la supériorité militaire européenne. Quel événement a motivé la recherche de nouvelles routes maritimes vers les Indes? Comment l'EIC a-t-elle progressivement pris le contrôle de l'Inde? Analyse comparative. Comparez les conquêtes de Cortés et Pizarro. Quelles similitudes et différences dans leur méthode, le contexte local et les conséquences? Vous pouvez aller vous renseigner sur diverses plateformes. Réflexion critique, les guerres impériales sont avant tout des guerres économiques. Discutez cette affirmation vous appuyant sur au moins 3 exemples tirés de ce cours ou au-delà. Bien, faisons la synthèse. La poudre a donné un avantage militaire décisif à l'Europe. La chute de Constantinople en 1453 par les Turcs a relancé les explorations à travers le continent africain et vers les Amériques. L'or et l'argent américains ont financé l'impérialisme espagnol. Les compagnies à charte ont privatisé la conquête. Les empires maritimes dominaient par le contrôle des routes commerciales. Les guerres impériales étaient souvent des guerres entre Européens sur des sols étrangers. La résistance locale était fréquente, mais souvent vaincue par la technologie. L'impérialisme a accéléré la globalisation des échanges. Les États-Unis sont nés d'une guerre anticoloniale et les 2 guerres mondiales sont des guerres impériales par certains aspects. Donc les causes, rupture des routes commerciales, révolution militaire, rivalité politique, les acteurs, Espagne, Portugal, Angleterre, France, Pays-Bas, compagnie à charte, mécanisme, conquête militaire, alliance locale, exploitation économique, conséquences, redécoupage du monde, globalisation, résistance et décolonisation. Voici les références bibliographiques. Pourquoi l'Europe a conquis le monde de Hoffman. L'anarchie et le pouvoir des compagnies des Indes. Carnage et culture. La levée de l'essor de l'Empire espagnol. La vie et la légende d'Elizabeth. Francis Drake, le héros de Elizabeth. Warfare and Armed Conflict, Statistical Encyclopedia de Claude Felter. Merci de votre suivi.